Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le 21 août, des armes chimiques ont été utilisées à Damas. Nous condamnons cet acte barbare, sauvage et inhumain de toutes nos forces. Le 27 août, le Président de la République annonce que la France est prête à intervenir en Syrie. 8 jours plus tard, vous conviendrez avec nous que François Hollande, votre gouvernement et la France sont dans une impasse diplomatique et militaire. Vous auriez dû, Monsieur le Premier ministre, vous souvenir de votre discours du 22 mars 2011. La France, sous l'impulsion du président Sarkozy, intervenait depuis 3 jours dans le ciel libyen. Vos mots, je le suppose, avaient été, et j'en suis convaincu, avaient été pesés. Vous disiez la chose suivante: les objectifs, les moyens employés, l'organisation des alliés ne peut ni ne doit se faire sans mandat de l'ONU. Faute d'une telle légitimité, toute initiative se retournerait contre ses promoteurs. C'étaient vos mots, Monsieur le Premier ministre. Eh bien, justement, la France, à ce moment-là, intervenait en pointe avec ses alliés, forte d'une résolution et d'un mandat de l'ONU. Aujourd'hui, dans l'affaire syrienne, où sont nos alliés? Où est la résolution des Nations unies? Monsieur le Premier ministre, pourquoi avez-vous changé d'avis? Ça ne serait finalement pas si grave si cette amnésie venait relayer la politique hasardeuse du chef de l'État. Une politique qui rompt, mes chers collègues, avec une doctrine constante en matière de politique étrangère de la France. Lui qui se plaît, souvent mal à propos, à invoquer l'action du président Chirac, pourquoi n'a-t-il pris aucune initiative bilatérale, notamment avec nos amis russes? Pourquoi n'a-t-il pris aucune initiative européenne, ne fût-ce que la réunion d'un Conseil européen? Ne fût-ce que la réunion d'un Conseil européen pour éviter l'isolement total de la France au sein de l'Union européenne? La France peut-elle sérieusement, sans alliés européens, se lancer tête baissée dans une aventure de la sorte? Nous pensons que non. Au-delà, écoutez, évitez la médiocrité du premier secrétaire du Parti socialiste, mes chers collègues. Au-delà des majorités politiques, au-delà des présidents de la République. On va écouter les présidents du groupe en se respectant les uns les autres. Il y a M. Bruno Le Roux qui interviendra après, s'il vous plaît. Allez. La constance de notre politique étrangère a su rassembler les Français. Cette permanence a permis à la France d'être écoutée sur la scène internationale et d'avoir une voix qui porte et d'être aux yeux du monde un pays respecté. Jacques Chirac, en 2003, au moment où les États-Unis et le Royaume-Uni poussaient à la guerre en Irak, avait résumé en une phrase la doctrine française. Il disait « S'affranchir de la légitimité des Nations unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. » J'ai la tristesse de vous dire que les décisions de François Hollande mettent en danger ces acquis. Ils les mettent gravement en danger. Dans le monde multipolaire tel qu'il est, dans cette région du monde si tourmentée, la voix de la France doit être spécifique. Fidèle à son indépendance, elle doit mettre en œuvre un principe simple d'action, toujours allié des États-Unis, jamais aligné. Est-ce aujourd'hui le débat sur ce changement fondamental de doctrine que vous souhaitez? Vous conviendrez qu'en 1h30, là où les Britanniques ont débattu pendant 10 heures avant de voter, ce sera un peu court, d'autant plus que vous ne nous avez pas réellement éclairés. Votre empressement à soutenir l'axe Paris-Washington est même quelque peu surréaliste lorsqu'on se souvient
que vous avez refusé la prolongation de la présence de nos armées en Afghanistan en nous accusant, je vous cite, Monsieur le Premier ministre, d'avoir acquitté sans mot dire les demandes de l'administration Bush. Allez, on retrouve son calme sur un sujet comme celui-là. En 2008, allez. En 2008, nous étions tout simplement fidèles à la décision de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. En Afghanistan, l'action de la France avait la légitimité que confèrent les résolutions des Nations unies. Grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité, la France n'a pas vocation à attendre le vote du Congrès américain les bras croisés. Comprenez-nous bien, Monsieur le Premier ministre, s'il n'y a pas de mandat de l'ONU, le Président de la République ne peut prendre une telle décision sans que le Parlement ne se prononce. L'article 35 ne l'y oblige pas, mais ne lui interdit pas. La Constitution l'autorise également à vous demander d'engager la responsabilité de votre gouvernement. C'est la décision que François Mitterrand avait prise en 1991. Nous ne pouvons ignorer que ce débat pose une sérieuse question institutionnelle. En convoquant le Parlement avant l'intervention éventuelle de nos soldats, le Président de la République a pris un risque insensé sur le plan institutionnel. La logique institutionnelle, celle de l'article 35, c'est le Président qui décide. Il informe le Parlement et le Parlement vote après 4 mois d'intervention. François Hollande a convoqué le Parlement avant d'avoir pris quelque décision que ce soit, alors qu'il ne s'étonne pas aujourd'hui de se voir réclamer un vote. Avec cette convocation à contretemps, il a pris le risque Votre orateur s'exprimera juste après. Avec cette convocation à contretemps, il a pris le risque d'affaiblir la fonction présidentielle, qui ne s'accommode, mes chers collègues, ni d'indécision, ni d'atermoiement, ni de suivisme. Il a pris le risque d'affaiblir également l'Assemblée elle-même, car les Français ne comprennent pas que les députés ne donnent pas leur feu vert ou leur feu rouge sur cette intervention. Voilà pourquoi vous ne pourrez pas échapper d'une manière ou d'une autre à un vote formel de notre Assemblée. Le Président de la République s'est mis lui-même dans une nasse institutionnelle resserrée par le vote britannique et par l'annonce du vote du Congrès américain. Par conviction, mais par filiation aussi, nous cherchons à être fidèles à l'esprit et à la lettre de notre Constitution. Nous avons évité à ce stade ce que vous aviez osé au printemps 2008, lorsque Nicolas Sarkozy a décidé le renforcement de notre présence militaire en Afghanistan. François Hollande a défendu lui-même à cette tribune une motion de censure le 8 avril. Ici même, il a dit, et il a oublié, je cite le Président de la République, voilà ce qu'il disait à cette tribune, « Dans toute démocratie digne de ce nom, de tels arbitrages auraient été précédés d'un large débat et d'un vote solennel du Parlement. » Vous voyez, Monsieur le Premier ministre, et je ne suis pas sûr que cela puisse nous rassurer, que la constance du Président de la République vaut au moins la vôtre. Le large débat, où est-il? En une semaine, vos ministres n'ont pas trouvé le temps d'informer les commissions compétentes, commission de la Défense ou commission des Affaires étrangères. Vous n'avez réuni les présidents de groupe et de commission que lundi, après y avoir été contraints par les événements. Des erreurs gravissimes. Votre responsabilité était de créer les conditions d'un consensus. Tout a été fait pour s'en éloigner. Le 27 août, le Président de la République nous a annoncé que la France était prête à intervenir. Nous avons collectivement et immédiatement posé 2 préalables. La publication du rapport de l'ONU sur l'utilisation des armes chimiques et la base juridique à intervenir et la légitimité d'un mandat de l'ONU.
Notre grille de lecture s'appuie en particulier sur les nombreuses et troublantes similitudes avec la guerre en Irak. Comme en Irak, l'élimination d'un dictateur ne suffira pas à poser les fondations d'un régime démocratique. Comme l'Irak, la Syrie est un pays en guerre civile. Comme l'Irak, la Syrie est un pays complexe dans sa composition ethnique avec une minorité kurde importante, complexe dans sa composition religieuse, divisée entre les sunnites et une minorité chiite alaouite dirigeante, sans oublier la situation des chrétiens d'Orient dans cette partie du monde qui ne peut nous laisser insensibles, mes chers collègues. Nous vous demandons aussi, Monsieur le Premier ministre, de mesurer les conséquences d'une intervention sur les intérêts français au Liban et la sécurité des soldats français sous casque bleu au Liban. Tout en Syrie, comme en Irak il y a 10 ans, convergent pour que la France fasse entendre la voix de la légitimité internationale. Rien ne justifie un changement de pied aussi radical de notre diplomatie politique et militaire. Il faut conclure. Évidemment, comme vous, nous avons ressenti une intense émotion en découvrant lundi soir un peu de dignité. S'il vous plaît, Monsieur Baïs, s'il vous plaît. En découvrant lundi soir, avec vous, Monsieur le Premier ministre, les images insoutenables de civils et d'enfants adultes suffocant avant de mourir. L'utilisation de gaz est un tabou absolu du droit international depuis le protocole de Genève en 1925 et plus encore depuis 1993 avec l'adoption de la Convention sur l'interdiction de la destruction des armes chimiques. Mais c'est, vous le savez pertinemment, à l'ONU et à l'ONU seule de nous dire comment et par qui les gaz ont été utilisés. Dès la publication de ce rapport, la France devra sans tarder prendre les initiatives diplomatiques fortes, déposer un projet de résolution devant le Conseil de sécurité, le défendre pour entraîner l'adhésion de la communauté internationale. C'est donc le cœur lourd au regard d'une cause qui pourrait justifier une riposte que nous exprimons 3 refus. Refus d'une action strictement militaire, sans but réel de guerre, au-delà d'un coup de semonce et d'une punition. Refus d'une intervention isolée, sans légitimité internationale. Refus, enfin, d'un renoncement, voire à certains égards, d'un reniement de notre politique étrangère. Dans ce moment exceptionnellement grave, le Président de la République a une responsabilité historique, celle de faire vivre la voix singulière de la France dans le concert des nations. Voix singulière, forte et indépendante, la France est seule aujourd'hui, isolée comme elle ne l'a jamais été, spectatrice de ce qui se passera le 9 septembre à Washington. Monsieur le Premier ministre, nous avons posé 2 préalables à toute intervention de la France. Notre position est dictée au long cours de la politique étrangère de la France. Le Président de la République n'a pas reçu mandat de s'affranchir du cadre des Nations unies. Si d'aventure il venait à prendre cette lourde responsabilité, les députés UMP ne le soutiendraient pas. Merci, Monsieur Jacob. Pour le groupe SRC, la parole est à Monsieur Bruno Le Roux. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce débat, Monsieur le Premier ministre, est bienvenu. D'abord parce qu'il est primordial d'associer le Parlement à toute décision d'importance comme celle d'intervenir en dehors de nos frontières, même si cette décision ne revient in fine qu'au seul Président de la République, chef des armées. Ensuite, ce débat est vital car lorsque nos forces sont engagées ou vont s'engager,
c'est la nation tout entière qui s'engage derrière elle. Enfin, ce débat, chose précieuse, permet d'échapper à la frénésie du temps médiatique, à sa brièveté, à ses à-coups, à sa volatilité. Pour revenir au temps du politique, oui, ce temps de débat permet de poser des questions complexes, d'échanger nos points de vue et de réfléchir ensemble, si tout le monde le souhaite et si tout le monde accompagne cet objectif, à l'esprit qui doit animer la France dans ce moment crucial pour le monde. Mes chers collègues, la tragédie syrienne n'a pas débuté il y a 2 semaines. Voilà 2 ans que le régime de Bachar el-Assad a engagé une répression sanglante du mouvement pour la liberté initié par le peuple syrien. Tout a été tenté pour donner une chance à la paix et à la réconciliation en Syrie. Mais les bains de sang ont succédé aux bains de sang, partout où se trouvaient des opposants à l'oppression, de Damas à Homs, à Hama, à Oula, à Alep ou ailleurs. En 2 ans et demi, plus de 2,5 millions de Syriens ont été obligés de fuir la violence, plus de 110 000 vies ont été perdues. Le paroxysme de l'escalade aveugle dont Bachar el-Assad et son clan sont les auteurs impitoyables a été atteint le 21 août dernier. Le massacre à l'arme chimique de plusieurs centaines de civils dans la banlieue de Damas est d'une gravité inouïe. À voir ces images de corps sans vie, hommes, femmes, enfants, à entendre les récits des terribles souffrances endurées par les victimes de l'attaque, une question ne peut cesser, ne doit cesser de nous tarauder. Comment est-il possible de commettre de telles atrocités? Une chose est sûre, les commanditaires devront répondre devant la Cour pénale internationale de cet acte ignoble, qui constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. La France dispose de preuves irréfutables démontrant que l'attaque du 21 août est l'œuvre de l'État syrien. Ces preuves ont été exposées en détail au président de groupe parlementaire le 2 septembre lors d'une réunion à Matignon. Je comprends que la communauté internationale attende les conclusions de l'enquête de l'ONU. Cette enquête, sollicitée depuis mars dernier, a été freinée dans les conditions que l'on connaît sur le terrain. Nous devons bien entendu y être attentifs à cette enquête de l'ONU. Mais, je veux le dire, nos propres services nous renseignent, sans doute possible, sur le recours aux armes chimiques et sur les responsabilités. Et je voudrais vous dire, mes chers collègues, que ce sont ces mêmes services qui avaient donné au président Chirac les éléments justifiant la position de la France sur le dossier irakien en 2003. Je fais confiance aujourd'hui aux informations qui sont celles données par nos services et qui sont celles données par le gouvernement à la représentation nationale. Alors, Monsieur le Premier ministre, la communauté internationale doit maintenant prendre ses responsabilités. L'emploi d'armes chimiques est une brèche majeure dans notre système de sécurité collective. Il est prohibé depuis près d'1 siècle par le droit international. En violant cette interdiction, le régime syrien brise un tabou et crée un dangereux précédent. Cette abomination est inacceptable. La responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité est elle aussi reconnue par la communauté internationale depuis 2005 et confirmée par la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Libye. Cette dimension ne peut rester non plus au stade de l'incantation ou de la doctrine sélective. Tout cela appelle, Monsieur le Premier ministre, je sais que votre gouvernement le fait, des initiatives diplomatiques et politiques résolues, mais elles doivent appeler aussi à enclencher une opération militaire sanctionnant le régime de Bachar el-Assad et annihilant sa capacité à perpétrer de nouvelles attaques chimiques contre les populations civiles, contre son peuple ou contre ses voisins. Avec la prise de position ferme et juste du président de la République, qu'avait d'ailleurs souligné M. Copé il y a quelques jours, la France n'est à la remorque de personne, ni arrogante, ni isolée. Elle joue son rôle sur la scène internationale, ce que continuera d'ailleurs de faire le président de la République demain à Saint-Pétersbourg au G20. Oui, mes chers collègues,
intervenir comporte des risques. Le régime syrien se fait menaçant. Il menace de propager une guerre régionale. Il menace de s'attaquer à la France. En procédant ainsi, il ne fait que confirmer qu'il ne connaît aucune limite dans sa tentative de préservation du pouvoir. Il menace aussi les parlementaires. Il nous a menacés dans cette interview choquante par les propos qui étaient tenus, donnés à un grand quotidien. Et nous ne ferons pas ici la position de la France sous la menace de Bachar el-Assad, fût-elle relayée par ce quotidien et dans la façon dont il s'est adressé à nous. Que signifierait l'abandon, l'inaction, la résignation? Elle serait un échec terrible pour notre génération et porterait en germe de nouvelles menaces pour la sécurité collective du monde. Elle marquerait durablement la scène internationale et créerait un précédent sur lequel pourraient s'appuyer tous les tyrans avides de disposer de leur peuple comme bon leur semble, y compris dans cet acharnement effroyable et sanguinaire qui n'en finit pas de mouvoir Bachar el-Assad et les siens. Abandonner, ce serait, mes chers collègues, recréer le climat d'impunité et de violence qui s'est emparé du monde lorsque la communauté des nations, rassemblée dans la FDN, manqua à ses devoirs par peur, par égoïsme ou par timidité. Abandonner, ce serait offrir une impunité dangereuse à Bachar el-Assad. Abandonner, ce serait faire reculer toutes les possibilités de règlement politique du conflit. Abandonner, ce serait autoriser, voire favoriser, la multiplication des massacres. Abandonner, ce serait prendre le risque de banaliser le recours aux armes chimiques et de créer un monde de la terreur et de l'angoisse. Mes chers collègues, l'abandon et la résignation auraient également d'autres conséquences qu'il nous faut bien mesurer. Oui, bien sûr, tolérer les armes chimiques serait encourager leur prolifération, et personne ici ne peut le souhaiter. Et prendre le risque d'une nouvelle course vers une catégorie d'armement ravageuse et peu coûteuse. L'équilibre géopolitique, construit par notre pays notamment sur la dissuasion nucléaire, s'en trouverait balayé, plongeant la planète dans une ère d'incertitude extrême et dans une jungle de tous les dangers. Oui, bien sûr, je préfère moi parler de la Syrie plutôt que de parler de la situation intérieure de notre pays, messieurs les députés. Oui, bien sûr, ne rien faire validerait. Allez, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Allez. Vous avez souhaité, face à la gravité aujourd'hui de ce qui est cette situation pour le monde, le regarder avec les lunettes de la politique intérieure politicienne qui est la vôtre. C'est votre choix. Moi, je préfère discuter de la Syrie et de ce qui s'est passé dans ces massacres et de ce que cela entraîne pour le monde. Mais nous devons... Allez, on retrouve son calme. Mais nous devons aussi... Allez, s'il vous plaît. Mais nous devons aussi avoir l'esprit clair sur le fait que notre renoncement renforcerait les extrémismes. L'attente les a déjà renforcés. L'intérêt de Bachar el-Assad est de se trouver face à face avec ceux qui sont ces extrémistes. Ce ne sont pas eux que le régime a visés lors des attaques chimiques, c'est l'opposition démocratique. L'objectif de ce tyran est de faire le vide entre l'armée et les groupes extrémistes. L'objectif de son peuple est, lui, de pouvoir construire une société apaisée, multiconfessionnelle et démocratique. Nous devons être aux côtés du peuple syrien dans la construction de ce nouvel État. Monsieur le Premier ministre, les objectifs définis par le Président de la République sont clairs. Frapper le régime syrien afin d'amputer ses capacités meurtrières, de le dissuader d'en faire usage et de protéger sa population et ses voisins. Le débat sur une meilleure association du Parlement, y compris par un recours au vote de l'Assemblée nationale, n'est pas un tabou, comme l'a dit le Premier ministre. Il ne doit pas servir non plus de prétexte commode pour ceux qui ne voudraient parler que de la forme sur ce dossier. Les affaires qui touchent à la sécurité du monde ne peuvent se traiter avec des réflexes de politique intérieure. Sur cette question, plus que sur toute autre, nous avons une exigence d'unité nationale et de responsabilité. C'est cet état d'esprit qui nous permettra de rassurer les Français qui nous font part de leurs doutes et de leurs craintes, car ils mesurent la complexité du dossier syrien. Peut-être aussi
parce qu'ils ne savent pas encore combien ce qui s'est passé le 21 août est porteur d'insécurité pour eux-mêmes. L'unité nationale est donc importante, elle doit être recherchée, pas une unité aveugle, pas une unité indiscutable et autoritaire, mais une unité construite dans le dialogue, dans le respect de la diversité des courants qui fondent notre héritage républicain. Une unité construite sur le socle de nos valeurs communes, ces valeurs nationales qui sont celles de la France, une nation originale qui porte une vision singulière, héritée de décennies, une vision singulière des affaires du monde. Mes chers collègues, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Cette sentence d'Edmund Burke doit interpeller tous ceux qui, bien légitimement, s'interrogent face au dilemme syrien. Soutenir la volonté d'engagement français, nous le pensons, c'est œuvrer en faveur du droit international, de la sécurité collective, du progrès et de la protection des peuples. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir ces promesses englouties par les hésitations de la communauté internationale. Et c'est pour cela, Monsieur le Premier ministre, que nous souhaitons que dans ce moment qui dépasse de loin ce que nous connaissons depuis 2 ans en Syrie, qui intéresse la sécurité du monde et par là même la sécurité de tous les Français, vous puissiez prendre les initiatives qui fassent que plus jamais il n'y ait de recours à l'arme chimique dans notre monde, que notre sécurité en soit mieux recherchée et que la communauté nationale puisse se réunir au moment où nous serons en situation de sanctionner l'usage ignoble qui a été fait de cette arme par le dictateur et le tyran Bachar el-Assad. Merci, Monsieur Leroux. Pour le groupe UDI, la parole est à Monsieur Jean-Louis Borloo.